motivation, l'attention, chose un peu difficile à capter en formation, et pourtant c'est le Graal. On pense que la formation c'est mémoriser, mais avant il faut quand même avoir envie de se former. Et on va voir là dans cette conférence avec Jean-Roch Houllier de Safran et Clément Mélin de Headflex, quelques bonnes recettes et surtout un retour d'expérience qui j'espère vont pouvoir vous inspirer. Messieurs, à vous la parole. Bah vas-y Jean-Roch, si tu veux te présenter, à toi la parole. Merci, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Roch Houllier, je dirige les opérations pédagogie et digitale chez Safran University, qui est l'université du groupe Safran. Merci. Et moi Clément Mélin, un des cofondateurs d'Headflex. Pour ceux qui ne connaissent pas Headflex, c'est une solution de formation en ligne. On rassemble plein de contenus, on va y revenir aujourd'hui, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne. Et aujourd'hui, on va vous parler de motivation et de formation. Je ne sais pas si ça marche bien. Petit problème. Est-ce qu'on peut activer la zapette en régie? Merci. Ça y est, ça passe. C'est bon. Alors, on a une question pour vous, pour commencer cette présentation. Chez Headflex, chaque année, à l'occasion du Learning Technologies, on sort le baromètre de la formation 2025. Quand vous quitterez cette salle, vous aurez l'occasion de le récupérer. On a une version papier, une version numérique aussi. Et on part à la recherche des informations, des grandes tendances chaque année. Et on va, avec un institut de sondage, demander aux responsables formation, aux apprenants, comment aujourd'hui ils perçoivent la formation. Et on a des questions bien évidemment sur la motivation. Qu'est-ce qui donne envie de se former? Et donc j'ai une première question pour vous. Vous la voyez s'afficher. Quel est aujourd'hui le plus fort levier de motivation chez un collaborateur pour se former? Et on va faire un petit jeu à main levée. On va voir si vous avez la bonne réponse. Qui vote pour du temps alloué? On a à peu près 1% de cette salle, 2% qui votent pour du temps alloué. Qui vote pour des certifications? Et plutôt à 30%, 30-40%. Qui vote pour la troisième réponse de l'autonomie? Plutôt 15%. Et qui vote pour la bonne réponse des contenus de formation personnalisés. Et voilà, vous êtes aujourd'hui plus de 50% à avoir voté pour ça, presque comme ce que nous disent les apprenants. Ils sont 42% à nous dire que c'est des contenus adaptés qui les motivent à se former. Alors juste derrière, on a 30% des apprenants qui nous disent que c'est de l'autonomie ou du temps alloué. En tout cas, aujourd'hui, on est là avec Jean-Roch pour vous partager les grandes tendances, mais surtout ce que Jean-Roch a fait en termes de motivation chez Safran. Et pour poursuivre, avant de te passer la main, Jean-Roch, on a des chiffres intéressants que vous pouvez découvrir ici, que sont les formats qui sont les plus appréciés par les apprenants et donc qui les motivent le plus. On voit qu'on a toujours les cours en ligne. Vous avez le comparatif avec 2024. Les cours en ligne continuent de progresser. L'analyse qu'on en fait, c'est que pendant un moment, on a beaucoup dit dans le monde de la formation, au moment du Covid ou post-Covid, que les vidéos, les podcasts, les articles, ces contenus qu'on consommait en pick and choose, comme on dit, plaisaient aux collaborateurs. On voit que les collaborateurs aiment quand même bien se faire guider, se faire accompagner dans la formation. En tout cas, le cours en ligne a plus de 50% en termes de format. Et tout en bas, on a quelque chose de nouveau, les influenceurs professionnels. Donc c'est ce qu'on appelle les top voice. Peut-être que tu es d'ailleurs une top voice du monde du learning, toi Jean-Roch. C'est les personnes qu'on suit, qui vont nous inspirer, qui vont nous permettre de nous former sur des réseaux comme LinkedIn. Et ils sont de plus en plus suivis, puisqu'avant on n'avait personne qui nous parlait de ces top voice. Aujourd'hui on a 11% des salariés qui nous disent qu'ils sont aujourd'hui formés grâce à ces top voice. Alors, après ces grandes tendances, après ces quelques chiffres, vous aurez l'occasion d'en découvrir beaucoup plus. On va maintenant revenir avec toi, Jean-Roch, sur formation, motivation et ce que tu as mis en place chez Safran. Avec plaisir. Alors peut-être l'idée, c'est déjà de vous dire un petit peu le constat qu'on faisait chez Safran en matière de digital et également de suivi. C'est le suivant, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vivez un peu la même chose, mais la mode, entre guillemets, des grandes librairies qu'on a longtemps eu il y a encore quelques années sur étagère,
est un peu révolue, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a un changement un peu de paradigme, sachant qu'on a toujours eu beaucoup de mal, hein, les départements, les directions LND, à justifier le rapport qualité-prix des grandes librairies qu'on pouvait acheter sur étagère. Et c'est vrai que par rapport à ce que Clément disait, on est plutôt allé, vous allez voir, 2 exemples de dispositifs qui ne sont pas, à mon avis, inintéressants dans la façon de mettre en évidence les contenus et de travailler sur un certain nombre de leviers. On est plutôt parti sur du contenu à la carte, voire du contenu safranisé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'auteurs, autrices, et on va voir que justement le premier moyen là, de déploiement, c'est un système de récompense, parce qu'on sait aussi que nos salariés aiment et apprécient être reconnus et récompensés. On a remarqué que donc en spécialisant les contenus et en quittant un peu le précédent statut de la librairie sur étagère, et d'ailleurs je ne vous le cache pas, de toute façon on n'a plus d'argent pour les acheter, on a remarqué qu'en spécialisant les choses, en personnalisant un peu plus les choses, on a une adhésion plus grande de nos apprenants et apprenantes. Donc on va rentrer dans ces 2 dispositifs-là avec des planches dédiées. Et on va rentrer dans ces dispositifs, on vous a mis 3 logos, vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi? Pour vous dire que, et je pense que je ne vous apprends rien, de plus en plus, on doit s'inspirer des codes qui fonctionnent dans la vie personnelle pour les réappliquer dans le monde professionnel. Et ce qu'a fait Jean-Roch chez Safran, c'est exactement ça. Pourquoi aujourd'hui on a un abonnement sur Netflix ou sur Amazon Prime Video? Parce qu'il y a un large catalogue. Et pourquoi on reste abonné? Pourquoi on y revient? Parce qu'il y a des séries. Et régulièrement, on a de l'événementialisation autour des contenus. Tout ça, ça paraît assez logique quand on se le dit là comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Et ce que tu as fait, Jean-Roch, est pour le coup assez avancé avec cette belle roadmap, par exemple. Oui, c'est pour vous montrer simplement, alors dans les 2 modes, et on va les détailler, d'accès finalement à ces savoirs. Il y a cette idée, si on reprend Netflix et Canal, double, en premier lieu, des espaces dédiés. Vous savez que souvent, sur les plateformes digitales, les collègues sont paumés avec la quantité de contenu, quelle qu'elle soit faite maison, qu'elle soit achetée. On nous répond, il y a trop de choses. Donc, première idée qui est derrière, ce sont ce qu'on appelle des espaces dédiés qu'on sait coder nous-mêmes, on sait les faire nous-mêmes graphiquement. Donc c'est pour ça qu'il y a l'anecdote Canal. Moi, j'aime beaucoup Canal+. C'est comme si vous zappiez sur une nouvelle chaîne télé. Cette chaîne a une graphie qui est liée au problème, à la problématique du moment. Par exemple, vous allez découvrir la chaîne des transmetteurs de savoir, qui est un cadeau qu'on leur fait avec Edflex. Elle a une graphie spéciale. Si on allait sur une autre chaîne, par exemple la chaîne de l'entreprise étendue, qui va ouvrir ses portes, c'est encore une autre graphie. Chaque chaîne est un espace de learning spécifique qui permet de personnaliser les choses et de classer les contenus pour aider les apprenants à s'y retrouver. Et l'autre élément, on le verra dans le cas numéro 2 de déploiement, c'est l'événementialisation avec ce qu'on appelle la communauté des apprenants, pour arriver justement à revisiter la façon dont on travaille avec les librairies de contenu. Et ben justement, on va parler de la récompense pour cette communauté et comment ça fonctionne. Alors, cas numéro 1 donc, dont je vous parlais à l'instant, créer des espaces dédiés. Ici, l'espace qui a ouvert fin d'année dernière pour nos transmetteurs de savoir et créateurs de savoir. Vous avez par exemple 400 auteurs-autrices chez Safran, tous métiers confondus, qui fabriquent les contenus digitaux de formation chez Safran. On a à peu près 8000 contenus, on en a 2/3 fait maison. C'est un score quand même relativement inégalé. Donc c'est 400 hommes et femmes, ainsi que toutes les forces de formation internes. Vous avez à peu près 1400, 1500 formateurs et formatrices dans le groupe, ont désormais accès à cette chaîne cryptée, qui n'est ouverte que pour eux, donc Canal, une chaîne cryptée, dans laquelle on a décidé avec Edflex de les aider à se professionnaliser sur le métier du learning. Même s'ils ne viennent pas du learning, puisqu'ils viennent des 35 métiers groupes, le cadeau, c'est leur donner les clés pour ajouter des compétences à leur employabilité en matière de learning. Et on a fait tout ce travail de curation avec Edflex et de montage de la chaîne, qui vient donc d'ouvrir, ensemble. Et cette chaîne est dite durable, c'est-à-dire qu'il y a une communauté d'animation dans la chaîne et on va pouvoir la faire évoluer avec Edflex. C'est-à-dire qu'on sait aussi que pour l'engagement, comme dans Netflix, il y a la notion de renouvellement des contenus. Et les curateurs Edflex qui sont à l'arrière avec nous garantissent aussi le renouvellement des contenus. Vous savez souvent qu'on mesure ce qu'on appelle le taux de rebond et que si on voit quelqu'un rentrer qui revient une deuxième fois, qui a l'impression que c'est la même chose, on les perd.
Et on a un sujet qui est aussi l'intégration, qui est un sujet qu'on retrouve assez régulièrement, donc les intégrations dans tous les outils, des contenus qu'on va acheter ou déployer. Vous avez 360 Learning qui est du coup votre plateforme LMS, oui. Et vous intégrez toutes les solutions de contenu à l'intérieur. Et ce qu'on voit ici, c'est la plateforme 360 Learning avec le contenu facile d'accès, et ça c'est un élément important, je pense. Oui, vous voyez, il y a donc un mix de composants. Vous avez tous les savoirs multi-librairies, parce que vous voyez, par rapport au changement de paradigme, ici on s'est allié avec un agrégateur. Donc on est multi-source, on n'est pas limité avec un seul fournisseur de contenu. C'est pas que c'est pas bien, c'est que simplement si vous prenez tel fournisseur et que vous n'avez que 5% de la population des apprenants qui collent avec ce format, c'est dommage pour les autres. Ici on est multi-format, multi-librairie, mais vous voyez au-dessus aussi toute la collection des chaînes maison, la chaîne des webinaires de la pédagogie, ils sont tous enregistrés chez Safran. Vous savez qu'on a parfois plus de 1000 personnes sur les webinaires. La chaîne des conférences de l'entre-deux, où en général on a des invités de l'extérieur, tandis que la première est faite totalement maison. Et puis la chaîne des podcasts, puisqu'on a un studio de podcasts qu'on fait nous-mêmes. Vous voyez donc il y a un mélange des deux. Donc finalement, ce qu'on voit ici, par rapport à ça, c'est vraiment l'idée pour attirer, engager, de la récompense des hommes et des femmes qui transmettent les savoirs chez Safran, sachant que dans cette chaîne, on a des contributions également de gens qui trouvent des contenus à l'extérieur, et donc vous avez aussi un principe de va-et-vient, c'est pas uniquement descendant, c'est très commenté, très discuté, et c'est vraiment toute l'animation communautaire qui est derrière. Donc je voudrais vous souligner ici un rôle, par contre, qui a pris beaucoup d'importance sur ce premier dispositif. On citera un autre rôle dans le deuxième, c'est vraiment le rôle d'animateur ou d'animatrice de communauté. Si vous voulez éviter d'avoir une chaîne télé vide d'apprenants, il faut également des animateurs et animatrices de communauté à l'intérieur. Donc Safran a lancé un cours, l'art d'animer une communauté, de community management, pour être certain qu'on entretienne la flamme dans l'espace. Il ne me semble pas que tu l'as dit, c'est combien de personnes derrière qui peuvent se connecter ? Alors, chez nous, on a donc les 400 auteurs-autrices, on a l'ensemble des formateurs, donc 1400, 1500 formateurs également qui sont là-dessus. Donc c'est vraiment une chaîne qui leur est dédiée. Elle est là que pour eux. Et à la rigueur, dès qu'un créateur ou un transmetteur de savoir va rentrer dans la liste, bah évidemment, l'accès s'ouvre. L'accès à la chaîne s'ouvre. Allez, on va parler maintenant événementialisation. On vous en parlait, c'est important de créer des moments forts dans une année. On sait qu'il y a plusieurs semaines, il y a la semaine du handicap, la semaine de la QVCT. Bref, on peut animer à travers ces semaines, et c'est peut-être le cas dans vos entreprises, on peut aussi animer autour de thématiques. Et quand j'ai posé la question à Jean-Roch de pourquoi événementialiser, voilà ce qu'il m'a répondu. Et Jean-Roch, je te laisse commenter cette photo. Oui, alors tout simplement, donc, sur le deuxième mode de déploiement, on revient au problème de librairie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est difficile d'animer toute l'année l'ensemble des contenus d'une grande librairie. Donc on a changé de modèle. Soit donc c'est l'espace dédié pour certaines populations. Là on est sur un axe donc de récompense avec des animateurs, animatrices de communauté. Soit désormais on passe en événementialisation. Il y a déjà 2 de nos partenaires avec lesquels on est à bord, c'est Kokoro et Headflex. Et ça veut dire qu'au lieu d'avoir la librairie toute l'année dans le portail, elle va ouvrir ses portes pendant 3 mois, tambour battant. Et ensuite, comme on le voit dans Netflix, le film va quitter la plateforme. Alors l'intérêt qu'on a nous, évidemment, on peut être franc, c'est un intérêt déjà financier. On achète la librairie que sur une période de l'année. Et surtout, on va mettre nos forces d'animation que sur les 3 mois de l'événement. C'est-à-dire que tambour battant, on va lancer un plan de communication qui va donner le tempo. En général, en corrélant l'événement avec une priorité groupe. Pour cette année, ce sont les compétences. Les ressources humaines, la direction des ressources humaines a choisi les compétences. Et on se dit, c'est façon différente d'animer les contenus, de le faire pendant 3 mois. Et là, vous avez un deuxième rôle qui arrive, très important, c'est tout ce qui est responsable du marketing de l'offre, la capacité vraiment à monter un plan de communication percutant pour vraiment attirer les gens sur la période de tir, puisqu'évidemment, nous aussi, contractuellement, au bout de 3 mois, les portes se ferment. Donc c'est un mode qui me semble intéressant, en tout cas pour faire face pour nous au problème qu'on avait, de grandes librairies présentes toute l'année et qu'on n'arrivait pas à animer. Et ça fait le lien avec le monde d'hier et le monde de demain. Et comme le disait Jean-Roch, on voit qu'aujourd'hui, les grandes librairies, le problème qu'il y a, c'est qu'elles sont consommées par 10 à 20% des collaborateurs. Et on a de plus en plus, pour être transparent avec vous, nous chez Headflex, de clients qui nous disent « mais on paye pour 100% des collaborateurs, en fait on devrait payer pour 10, 15, 20%. » Et c'est la discussion d'ailleurs qu'on a eue avec Jean-Roch. Donc on pense que le monde d'avant, c'était des grandes librairies qui étaient achetées très cher pour tous les collaborateurs, et en fait, il y en a peu qui se connectaient. Donc il faut quand même acheter cette base,
clairement, pour ceux qui ont envie de se former, s'auto-former, développer leurs compétences, mais surtout pouvoir ouvrir, comme tu le disais, sur des opérations spéciales à l'ensemble des apprenants d'une communauté. Et peut-être que tu peux donner un chiffre que tu me partageais il y a quelques semaines sur quand tu as ouvert sur un temps donné à une population, oui, combien de personnes et combien de pages sur un événement, on a par exemple sur 3 mois, on a 5000 personnes qui sont montées. Ça représente à peu près 10% des apprenants et apprenantes actifs du portail. Ils sont à peu près 50-55 000. Et vous voyez, sans obliger qui que ce soit. Mais avec un plan de communication bien fait, par contre avec les bonnes ressources et les bonnes compétences, les gens se disent que c'est quand même intéressant de monter. Et on a remarqué que ça génère plusieurs choses. Ça peut générer un critère de rareté et un critère de désirabilité, là où on l'aura peut-être moins quand la ressource finalement est plate et présente toute l'année dans la plateforme. Donc il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Par contre, ça veut dire que pour les départements L&D, comme pour le premier modèle, que pour le second, il faut des compétences nouvelles qu'aujourd'hui on n'avait pas. Il faut les construire. Et il ne faut pas, et c'est ce qu'on disait avec Jean-Roch, avoir que des grandes librairies sans accompagnement, sans équipe marketing, comme tu le disais. Sinon, on n'y arrive pas. Et en effet, les équipes formation peuvent être vite dépassées parce que ça prend beaucoup de temps de faire ça. Donc dans le monde d'hier, comme on l'a appelé avec Jean-Roch, il y a les grandes librairies, peu utilisées, peu consommées, très mal connectées. Enfin, je pense que c'est aussi un des sujets, très mal connectés, là où demain, on le sait, le collaborateur, il a besoin d'avoir accès facilement au contenu. Moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est que si j'arrive sur Netflix ou sur MyCanal, qui est le bon exemple, je veux consommer une série ou un film, si j'ai besoin de me reloguer sur une autre plateforme, c'est l'enfer si j'ai perdu mon mot de passe ou si l'expérience n'est pas fluide. C'est pareil pour le monde professionnel et il faut absolument s'assurer qu'on ait les bons écosystèmes quand on achète des solutions. Dans le monde de demain, c'est ce que tu disais, Jean-Roch, et peut-être d'aujourd'hui déjà chez toi, l'ouverture à des populations spécifiques personnalisées, les catalogues comme tu l'as fait, et puis bien évidemment des animations et des diversités de sources et de formats. On a vu tous les formats qui étaient présents sur les premières slides dans le baromètre. Clairement, aujourd'hui, c'est plus possible de former juste avec des modules e-learning ou juste avec des podcasts ou juste avec de la vidéo. Il faut vraiment proposer tous les formats parce que chacun apprend différemment. C'est quoi ton format préféré, toi, Jean-Roch? Pour moi, c'est le podcast, même si là, il n'était pas majoritaire chez toi. Voilà. Et il monte progressivement. On est passé de 13 à 16%. Alors, la formation comme récompense, peut-être, si on veut résumer ce que tu nous as dit, Jean-Roch, en quelques mots. C'est vous dire, donc évidemment, et ça ne résout pas bien sûr le problème, on en parlait tout à l'heure dans l'autre salle, de la bataille de l'engagement, mais c'est certain que déjà, la reconnaissance, la valorisation de celles et ceux sans lesquels on ne pourrait pas déployer nos dispositifs de formation, c'est quelque chose qui peut donner envie aux gens de monter. La notion d'exclusivité, donc avec les portails, ou en tout cas les learning channels privés ou publics, puisqu'on a les deux, on a également des chaînes télé publiques, il y a de tout, c'est quelque chose aussi qui peut jouer quand on se dit « je suis éligible à la chaîne privée ». Vous avez aussi bien sûr les contenus, et là c'est le travail de curation, c'est-à-dire qu'à mon avis, il en faut peut-être moins, mais mieux ciblé, que trop sans savoir véritablement comment s'en servir. Les impacts, c'est clairement des gens qui montent à bord. On a un taux de complétion de 78% de nos parcours dans le portail central. On a à peu près 100 000 personnes à bord et donc il y a à peu près 55 000, 60 000 utilisateurs actifs. Et puis, je pense que c'est un côté aussi lié à l'inspiration, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup la veille, on regarde aussi ce que font les autres et on a le sentiment quand même que le temps des grandes librairies nous semble révolu. Et que maintenant, en effet, il faut arriver à travailler des systèmes de personnalisation en fait, des contenus. Exactement. Et si tu veux nous donner la petite checklist qu'on a faite ensemble, Jean-Roch, pour ceux, je vois que les téléphones se lèvent, pour ceux qui voudraient prendre en photo, et si tu veux commenter peut-être les 4 points ou un des points. Oui, ben déjà, alors il faut bien choisir ses partenaires, ça c'est certain. Je pense que sur le rôle de communication, alors là, il ne faut pas s'y tromper. Si vous partez sur le modèle numéro 2, il faut être sûr que votre communication va suivre, sinon vous n'avez personne et vous ratez le coche. Sur l'approche à choisir, tout dépend un peu des problématiques. Par exemple, pour les auteurs-autrices, c'est une famille qui grandit, qui évolue. On a donc fait le choix du modèle numéro 1, c'est-à-dire la chaîne durable. Et enfin, l'évaluation de la démarche, je pense que c'est important d'avoir des rétex, et on en fait énormément avec nos apprenants et apprenantes, pour voir si on doit évidemment revisiter certaines stratégies. Mais dans les deux cas, ce sont vraiment les modèles qui, chez nous, remplacent l'achat des grandes librairies. Eh ben merci. Pour terminer, quelques chiffres. C'est les petites 30 secondes promotionnelles. En tout cas, si vous ne connaissez pas Edflex, n'hésitez pas à aller nous voir. On est sur le stand pas très loin d'ici. En tout cas, voilà, on est une entreprise de 100 collaborateurs. On travaille avec Jean-Roch depuis maintenant quelques années. Chaque année, on se renouvelle. Et comme tu le disais très bien, Jean-Roch, au-delà d'avoir du contenu de formation,
Nous, notre vraie mission, c'est d'accompagner au mieux les clients pour animer, engager, avoir des taux d'engagement qui dépassent ce qu'on peut voir chez nos concurrents. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Merci à tous. On va prendre peut-être les quelques questions qu'il y a, si on a le temps. Je ne sais pas. On a le temps. On a un petit peu de temps. Vous avez le temps? Oui, vous avez le temps. Vous avez été rapide, mais vous avez été clair et précis. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se déplacer dans la salle ou il faut que je me déplace? Et est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais savoir sur la partie événementielle, justement, jusqu'à combien de personnes vous pouvez recevoir en même temps sur un lancement? Combien de personnes on peut recevoir sur un lancement? Sur un lancement de contenu global? Alors, il n'y a pas de limite. En tout cas, aujourd'hui, on a été capable de le faire avec Safran. C'est nous, à plus petite échelle. La plus grosse échelle qu'on a faite, c'est chez EDF, qui est un de nos gros clients. On est capable de déployer auprès de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs sur un temps donné. En tout cas, en termes de serveurs, il n'y a pas de sujet, si c'est la question. Je crois qu'il y a une question là. Il y avait une question là-bas en premier, et après, madame, peut-être ici. Bonjour, Séverine Fortune, je suis ingénieure pédagogique chez Thales. Je me posais la question de savoir si vous aviez des KPI. Vous avez parlé de 78% des contenus consommés jusqu'à la fin, de 10 à 20% des collaborateurs auparavant qui souhaitaient se former. Quel est le pourcentage des collaborateurs qui vont sur vos contenus après la mise en place de votre nouveau système? Alors nous, on a en fait, selon les projets, on peut avoir des KPI qui sont différents. Par exemple, dans le cadre du projet événementialisé, on a aussi surtout regardé la part internationale et la part française. Parce que pour être franc avec vous, l'internationalisation de la formation chez Safran, ça reste un point ouvert. Donc c'était à peu près 30-70. Il y a une part internationale d'à peu près 30 points et une part de 70 pour les Français. Donc en gros, il y a quelques indicateurs dits transverses inter-espaces, mais il y a aussi des indicateurs qui peuvent être liés à des projets. Par exemple, pour les ressources humaines qui sont dans le projet d'événementialisation, là, on joue gros parce que bon, c'est un partenariat. Les ressources humaines, vous le savez, ce n'est pas une population facile à attraper. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe en événementiel. Et là, on va nous attendre sur le nombre de participants et participantes qui vont engager dans la chaîne. Donc, en général, avec les sponsors, on est aussi en capacité d'avoir des indicateurs propres, complémentaires des indicateurs qu'on a nous. On a aussi beaucoup d'indicateurs sociaux, par exemple le nombre de contributions, le nombre d'échanges, le nombre de propositions. Dans l'un des événements, on a récupéré une centaine d'idées, de propositions qu'on a fait passer vers le COMEX. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pour montrer aussi que c'est bidirectionnel. Moi j'ai une question. Comme sur Netflix, Canal, il y a les séries phares, les séries vedettes. Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire sur, et transposables en dehors de Safran éventuellement, sur le format, la durée, la tonalité? Qu'est-ce qui donne le plus d'engagement et de résultats? Alors, sur ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut aussi arriver à des formats un peu perpendiculaires à ce que les apprenants ont l'habitude de voir. Typiquement, on a testé des formats un peu filmographiques, ce qui fait que ça donne un côté un peu décalé. Et l'intérêt aussi de le faire en événementiel, c'est qu'en le faisant temporairement, on ne prend pas le risque de rentrer dans un phénomène de lassitude, parce que les gens se lassent très vite. Donc, il y a cette reco-là, mais il y a surtout aussi une recommandation extrêmement importante, c'est quand même de bien personnaliser le message. Et sur les événementiels, nous avons systématiquement un message d'entrée qui va safraniser le voyage, qui est donné par le sponsor. Donc là, Aurélien Levillain, qui pilote la transformation RH, va donner le ton. Et ça, c'est très important pour l'engagement, c'est-à-dire de voir qu'on ne sert pas un énième plat comme ça de contenu, mais de montrer pourquoi on va faire ça sur le sujet compétences pour les ressources humaines. Donc il y a le mot du sponsor qui pour nous est un élément également extrêmement prégnant. Il y a une question au fond, là-bas, je vois une main qui se lève. Il y en a une là-bas. Merci beaucoup pour la présentation. Pour aller un peu dans la question qui était un peu juste avant et qui m'intéresse beaucoup, c'est que moi, si je vais sur Netflix ou si je vais sur MyCanal ou sur Amazon Prime, je suis content qu'il y ait de la nouveauté, mais surtout, je suis content qu'il y ait de la qualité. Donc, je me pose la question un peu de la qualité du contenu, c'est-à-dire que si on événementialise tout ça, c'est très bien, mais quel contenu on propose, qui le crée, qui le valide,
pour justement de me dire que j'ai envie de revenir parce qu'en fait c'est du contenu pertinent, un peu comme la question d'avant. Oui, excellente question, et elle est valable aussi pour ce qu'on fait avec nos auteurs-autrices. On a souvent la question de la qualité du résultat. Alors déjà, il y a un choix un peu philosophique, c'est-à-dire que les contenus qu'on a, par exemple ceux qui sont faits maison, qui sont safranisés, n'atteindront jamais la qualité de grandes librairies, bien sûr. Mais là, on est dans un compromis, c'est-à-dire que chez nous, on dit qu'on préfère à l'Everest le Mont Blanc, sitôt que c'est nous qui avons fait. Donc déjà un compromis qualitatif. Le deuxième sur Edflex, c'est qu'il y a un travail de curation préalable. Alors on fonctionne en mode projet, donc vous avez pour cet événement qui va ouvrir ses portes prochainement, on a lancé un lot curation qui va permettre avec un comité métier, entre guillemets, alliant les ressources humaines, le learning et Edflex, de commencer la curation des contenus très en avance pour qu'on soit sûr évidemment de ce qu'on va servir comme plat à nos collègues. Par ailleurs, pour l'utiliser tous les jours, vous avez la curation qu'Edflex réalise, donc il y a déjà un premier filtre, mais il y a aussi une deuxième barrière, les entreprises notent les contenus. Donc si je tombe par exemple sur un contenu noté 1 sur 5, je rentre moins volontiers. Ils sont également commentés. Donc ça, je trouve que c'est un bon rempart. Et enfin, c'est vrai que, pour l'avoir maintenant fait, on le sait, mais au début, on avait un peu cette peur d'ouvrir assez vite des contenus, mais finalement, on s'aperçoit que dès qu'un contenu est décalé, de toute façon, le flux social qui est très puissant dans le portail va nous le dire immédiatement, et en général, on dégage le contenu. Donc il y a également une forme prise en main par les apprenants. S'ils voient un contenu qui n'est pas bon, on va le dégager. Et même dans les contenus qui peuvent venir de librairies ou autres, dans lesquels les apprenants ne se gênent pas pour faire des remarques. Alors il reste 1 minute et égoïstement je vais me l'approprier. Vous disiez dans votre checklist qu'il y avait engagé une communication efficace et vous avez fait le choix d'une plateforme très sociale sur laquelle on peut effectivement noter, commenter, enrichir, etc. Cependant, je pense qu'il n'y a pas d'autocombustion aux commentaires et à l'engagement autour des ressources. C'est quoi votre étincelle pour que ça démarre ? Clairement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les chaînes qui sont créées là, il y a vraiment besoin de cette fameuse animation communautaire. En général, l'étincelle, c'est que l'équipe de learning ou la partie community management va l'allumer. Alors, soit en poussant un certain nombre de contenus, on a une pratique, c'est qu'en général, on en fait pas mal, et dès qu'on en fait un qui est bon, on va le pousser sur le flux social. En général, c'est plutôt comme ça qu'on va se passer la main sur un contenu, de la même façon que sur une plateforme, on sait qu'un film est plus ou moins coté. Donc vous avez raison, il y a vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur les 2 rôles montants. Le community manager, qui est un rôle qu'on n'a pas eu, pendant longtemps, on n'a pas eu en université ou en département L&D. Et puis évidemment, le rôle du marketing, de la formation et de l'offre, qui font appel quand même à des compétences qui n'étaient pas les compétences propres du learning il y a encore quelques années, avec un client captif en salle de classe. Écoutez, merci beaucoup, merci. Messieurs, pour cette intervention.